Beaucoup de questions. C'est un sujet difficile. Merci beaucoup. Et donc, tu vas passer la parole à ta collaboratrice? Ah non, c'est pas du tout ma collaboratrice. Yasmine Kando, c'est la présidente d'Endo-France. Les patientes sont un acteur majeur de l'endométriose, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est elles, par exemple, qui vont orienter sur les soins de support qui sont tellement pas organisés dans tous les centres hospitaliers et beaucoup de centres médicaux. Il y a beaucoup de centres où c'est pas bien organisé. Mais j'aime beaucoup ce que fait Yasmine parce qu'elle le fait de manière raisonnée, raisonnable. Si toutes les associations de patientes ressemblaient à Endo-France, la médecine serait plus simple pour beaucoup d'entre nous. Merci infiniment. Merci Présentez votre association. Mais bien sûr, ça va se faire. Merci beaucoup. Merci de me laisser m'exprimer aujourd'hui dans votre séance. Entrez. Ah oui, juste là, d'accord. Alors, la médiatisation de l'endométriose, notamment grâce aux personnalités publiques telles que notre marraine, Laetitia Milo, qui est actrice, ou bien d'autres après elle qui ont pris la parole aussi, aura permis de positionner le mot endométriose dans le langage commun. En 2001, lorsque l'association s'est créée, notre slogan c'était « Sortons la maladie de l'ombre ». Quand on parlait d'endométriose, on nous regardait avec des yeux ronds. Endo quoi ? Et de ce fait, effectivement, aujourd'hui, grâce à elle, tout le monde connaît le mot endométriose. Et du coup, ça a permis à l'association Endo-France de se repositionner et de choisir un nouveau slogan à partir des années 2010. Et notre nouveau slogan, nous l'avons défini en soutenir, informer, agir. Et nous soutenons, nous informons et nous agissons avec et pour nos 2700 adhérents, nos 120 bénévoles répartis sur toute la France. Et chaque année, nos bénévoles organisent entre 300 et 400 événements à destination du public, bien évidemment, pour l'informer sur la maladie. Et elles répondent à 50 000 mails. C'est énorme quand on est bénévole. Des mails de femmes qui sont en souffrance, qui sont en questionnement, qui sont dans l'incertitude et qui ont besoin d'être orientées vers des professionnels qui pourront les aider à poser le diagnostic ou à l'infirmer, et puis qui pourra surtout leur proposer une prise en charge qui correspond à leurs symptômes, à leur endométriose. Et effectivement, nous sommes aussi suivis sur les réseaux sociaux par plus de 110 000 personnes. Donc ça fait de nous quand même une association capable de recueillir le point de vue des patientes et de vous le présenter aujourd'hui. Je vais juste ajouter que nous sommes une association agréée par le ministère de la Santé pour représenter les usagers et que nous avons publié 2 livres. Le premier s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose » que nous avons co-dirigé avec le professeur Charles Chaperon. Et il y a une petite vingtaine de médecins, chirurgiens, spécialistes de l'endométriose qui ont écrit des chapitres dans ce livre, dont Michel Canis. Et le deuxième, c'est l'endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans. Alors j'ai utilisé le mot maladie, j'en suis désolée. Mais l'idée, c'était vraiment de façon, sans dramatiser, sans dramatiser les symptômes, mais présenter tout ce qui pouvait alerter sur la possible endométriose et puis montrer quelle pouvait être la prise en charge quand on a 17 ans. Alors les patientes, elles s'expriment beaucoup, et notamment sur les réseaux sociaux, sur les forums. Et aujourd'hui, elles pensent encore que la prise en charge n'évolue que difficilement. Elles rencontrent encore des médecins non formés qui vont leur dire « l'endométriose, c'est une maladie à la mode » ou alors « vous êtes trop jeune, madame, à 20 ans pour avoir de l'endométriose. Vous avez déjà eu un enfant. C'est pas de l'endométriose. » Et elles rencontrent également des médecins qui ne prennent pas le temps de les écouter, qui vont minimiser leurs symptômes et leurs douleurs et qui ne vont pas leur proposer de solutions efficaces. Elles ne se sentent pas reconnues dans leur statut de malade parce que l'endométriose, finalement, c'est une maladie qui ne se voit pas. Souvent, elles pensent que, contrairement à ce qu'on dit dans les recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose qui ont été publiées en 2018 par la HAS et le CNGOF, elles pensent que la chirurgie est la seule solution pour diagnostiquer l'endométriose et surtout pour la soigner. Alors c'est vrai, M. Canis l'a dit, seule la chirurgie peut enlever totalement les lésions d'endométriose. Mais toutes n'ont pas besoin d'une chirurgie d'emblée. Elles espèrent beaucoup, en tout cas, de la chirurgie et elles se sentent tout à fait diminuées et démunies, j'ai fait un lapsus, quand les douleurs reviennent quelque temps après la chirurgie.
Et elles regrettent le manque de suivi opératoire. Elles voudraient avoir le manque de suivi post-opératoire. Elles voudraient avoir accès à leur chirurgien H24 pour leur dire « j'ai encore mal, ça me fait peur, c'est pas normal ». Plus globalement, elles vont considérer que les soins sont coûteux, qu'il y a des dépassements d'honoraires, y compris dans les chirurgies, et notamment que les soins non médicamenteux dont elles ont besoin, les soins de support, sont trop chers. Elles vont réclamer une reconnaissance en ALD, une affection longue durée, mais de toute façon sans connaître ce dispositif puisque ça ne prendra pas cela en charge. Les patientes d'aujourd'hui, elles évaluent leur traitement avant de les prendre, elles évaluent leur médecin, elles évaluent leur chirurgien. Et comment elles vont faire ça? Elles vont se fier à l'avis des autres femmes qui, comme elles, vivent la même chose, ont eu une chirurgie, ont eu des traitements, ont choisi un médecin. Et c'est là que ça va créer un dysfonctionnement dans le parcours de soins parce qu'elles veulent voir un spécialiste, un chirurgien dont elles n'ont pas forcément besoin. Elles vont se renseigner aussi sur les techniques chirurgicales et elles vont dire je voudrais être orientée vers un chirurgien qui utilise le robot ou qui utilise le plasma-jet. Et très souvent, elles attachent énormément d'importance à l'empathie du médecin. Et pour elles, elles vont même privilégier la compétence humaine à la compétence technique. Ce qui fait que pour beaucoup, le salut n'est plus dans la médecine allopathique, mais dans l'alternative, parce qu'elles n'ont plus confiance. Et volontairement, je ne m'attarderai pas sur les notions de violence obstétricale et gynécologique dont on parle beaucoup actuellement, mais qui vont impacter le choix de traitement, le choix de soignants aussi chez les femmes atteintes d'endométriose. Bref, aujourd'hui, les patientes arrivent en consultation informées, plus ou moins bien selon les sources, et tout cela, ça va redéfinir forcément la relation patient-médecin. Et elles attendent d'être informées sur les chirurgies et sur les risques que cela va encourir pour leur qualité de vie. Et maintenant, pour sortir de cela, les membres de l'association Endo-France pensent que la priorité reste l'éducation, à la fois l'éducation des professionnels, bien évidemment, mais aussi l'éducation des patientes et de leurs familles. Il faut les éduquer à la compréhension des enjeux dans la prise en charge. Il faut les informer sur le déroulement des chirurgies, sur les risques, sur le suivi. Il faut surtout former et faire monter en compétence les médecins et les chirurgiens qui sont impliqués dans l'endométriose. Nous avons encore aujourd'hui énormément de retours de chirurgie inutiles, malmenés, qui vont avoir des conséquences sur la qualité de vie des patientes. On sait qu'aujourd'hui, les filières de soins régionales, suite à la stratégie nationale annoncée par le président de la République en janvier, sont en train de se mettre en place. Elles vont permettre un accès à des soins que l'on souhaite de qualité pour toutes, mais surtout, elles vont permettre d'éviter l'errance médicale. Il faut coordonner les soins pour que l'après-chirurgie ne soit plus en tout cas perçue comme une épreuve. Il faut du suivi, il faut impliquer et informer le médecin qui sera le médecin référent dans le parcours de soins. Souvent, c'est le médecin traitant. Il faut qu'il soit informé sur les risques possibles en post-opératoire pour qu'il puisse rassurer sa patiente, pour qu'il puisse l'orienter en cas de nécessité. Et il faut effectivement parler de ce relais vers les professionnels de santé. Souvent, ils sont membres du réseau, d'ailleurs, du réseau de soins, de la filière de soins, parce que c'est eux qui vont aider à gérer cette maladie aussi. Je parle bien sûr des soins de support, donc il y a tout ce qui est ostéopathie, kinésithérapie, relaxation, parce qu'effectivement, le stress va peut-être générer plus d'inflammation. Le stress fait mal. Quand on est stressé, on a davantage mal. Il faut bien sûr des algologues, des médecins de la douleur, sans oublier le psy. Quand vous faites une hystérectomie, il faut orienter une patiente vers un psy. Une hystérectomie, ça n'est pas rien pour une femme. Si l'endo est multifactoriel, sa prise en charge, elle est multidisciplinaire. Et c'est vraiment l'alliance à la fois du traitement hormonal, de la chirurgie et de ces soins de support qui vont permettre à la patiente de vivre au mieux avec cette endométriose. Pour conclure, je dirais que pour améliorer la vision des patientes et renforcer la vision des patientes expertes, on a quand même de l'espoir avec cette stratégie nationale annoncée en début d'année. Mais il faut bien sûr qu'elle soit suivie d'actions pragmatiques dont les résultats doivent être visibles pour les patientes. Il faut qu'ils soient perçus. Ce sont des actions concrètes que nous attendons, qui vont impacter le quotidien, qui vont améliorer
préserver la relation patient-médecin qui est garante de l'alliance thérapeutique. Il faut veiller à ce que les filières privilégient même, je dirais, la qualité des soins et que les chirurgies complexes soient menées par des équipes pluridisciplinaires, aguerries, qui vont avoir vraiment dans un coin de leur tête un seul objectif, préserver la qualité de vie des patientes. Et au sein des filières de soins, il faut définir avec justesse, je pense, des critères objectifs qui vont désigner les centres experts, parce que de toute façon aujourd'hui, on ne va pas éviter la fuite médicale, ce que j'appelle la fuite médicale, c'est-à-dire que les patientes, elles traversent encore la France pour aller se faire prendre en charge ailleurs, si elles savent que leur médecin ne correspond pas à leurs besoins ou n'est pas assez aguerri dans la prise en charge de l'endométriose. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions à vous poser, certainement. Peut-être Jean-Pierre, première question. Je vois bien. Jean-Pierre Rosenbaum, qui est ophtalmo. Oui, justement, je suis ophtalmo et je suis. Alors, je vois que la maladie est quand même très multifactorielle, que beaucoup de choses posent un point d'interrogation, qu'il y a des problèmes psychologiques, des problèmes réels, organiques. Et donc, les patientes qui sont atteintes de ça sont demandeuses d'une présence pratiquement continue de leur médecin ou de leur chirurgien qui sont déjà complètement débordés et quelle que soit l'organisation, la décision du président de la République, on ne pourra jamais demander à un chirurgien d'être 24 heures sur 24 en éveil pour répondre à ses patientes. Donc la question est la suivante, puisque vous avez développé une association, que les symptômes peuvent se ranger a priori dans certaines catégories. Est-ce que l'intelligence artificielle, notamment dans un questionnaire adressé aux patientes, ne pourrait pas aider à l'orientation de ces patientes vers tel ou tel chirurgien ou médecin? C'est fort probable, seulement l'intelligence artificielle, il faut bien sûr qu'elle apprenne et qu'elle apprenne avec des bonnes bases. Aujourd'hui, c'est le travail que font l'intelligence artificielle chez EndoFrance, ce sont les 120 bénévoles qui ont rencontré dans leur région les médecins, les professionnels de santé qui peuvent prendre en charge l'endométriose. Et quand je vous parlais des 50 000 mails, ce sont des heures et des heures de travail bénévole pour répondre à toutes ces patientes et pour les orienter. Nous, on aime bien quand ça match, en fait, quand la relation match le plus possible entre la patiente, ses besoins, ce qu'elle nous décrit de ses symptômes, et la compétence à la fois humaine et technique du professionnel vers qui on va l'orienter. Jean-Claude Couffinal. Oui, moi je voudrais chirurgien thoracique. Oui, non seulement vous féliciter, etc., parce que je pense que c'est un travail remarquable que vous faites, mais j'ai été très impliqué, moi, dans une autre pathologie dans laquelle la mise en place des associations de patients a transformé en grande partie cette pathologie, c'est le psoriasis. Et je crois qu'on est aussi dans la détresse des patients, le fait que tout le problème, je veux dire, de la formation des médecins, des réseaux, des choix thérapeutiques qui sont difficiles pour le psoriasis, etc. Et cette communauté de patients dans laquelle qui s'est agrégée, je veux dire, avec une communauté de soignants qui sont vraiment, ont transformé véritablement cette prise en charge et je crois qu'il y a eu un travail important. Je pense que vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Juste un petit détail, parce que j'ai été sensibilisé au psoriasis. Là, c'est dire on n'est pas reconnu parce que ça ne se voit pas, alors que pour le psoriasis, la problématique est totalement différente. Et pourtant, ces deux formes de visibilité et de non-visibilité entraînent une détresse profonde. Tout à fait. Je voulais vous poser une question sur le maillage territorial dont vous avez parlé. Bon, il y a donc un projet. Est-ce que ça va être au niveau? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de praticiens? Alors, je parle peut-être pas tant des centres experts, mais des médecins gynécologues qui sont suffisamment, qui sont capables soit de prendre en charge les patients, soit de les relayer. Ça, c'est le gros problème aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire que dans l'idée, on va y arriver, mais il faut du temps parce que ces professionnels, notamment ceux de premier recours, qui vont être capables de diagnostiquer, de prendre en charge et d'orienter,
ne sont pas encore suffisamment formés à l'endométriose. Alors des actions se mettent en place, bien évidemment. C'est quelque chose, la formation, vous savez, sur l'endométriose, c'est quelque chose sur laquelle EndoFrance milite depuis sa création. On a été créé en 2001. À partir de 2003, on a commencé à écrire au ministère de la Santé. On en a vu des ministres défiler. Et on leur posait toujours la même question. Quand est-ce que vous allez adapter la formation des médecins sur l'endométriose? Le décret qui intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle est paru en septembre 2020 et les premiers cours ont été donnés en janvier 2021. Donc autant dire qu'il va falloir attendre un moment pour qu'on trouve... voilà. Et heureusement qu'à côté de ça, il y a des experts qui depuis quelques années ont mis en place des congrès où il y a toujours des journées entières consacrées à l'endométriose pour former leurs pairs. Mais voilà, il faut encore du temps. L'information passe un peu quand même. C'est peut-être spécifique à Auvergne, mais moi je vois énormément de jeunes filles de 16 ans ou 17 ans. Et j'ai découvert qu'il fallait poser une question que je n'aurais jamais imaginé devoir poser. J'ai très très mal pendant mes règles. C'est la question c'est ce que la dame dit. Il faut que je demande combien de fois par an ça vous arrive. Oui, bien sûr. Et ça peut être une fois. Et si c'est une fois, je pense que c'est normal et qu'il ne faut pas s'alarmer. Il faut juste rassurer. Mais on arrive à voir des gens qui ont eu mal une ou deux fois. Donc en fait, ça dépend un peu probablement des environnements et des régions. Les sages-femmes sont très sensibilisées. Oui. Donc elles nous en envoient énormément. Et je pense que ça progresse quand même un peu. Oui, donc, ça dépistage. Progresse. La prise en charge, après, c'est plus compliqué. Mais le dépistage, je crois que ça progresse. Ça progresse et ça va continuer, bien évidemment. Je voulais dire aussi, pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Canis, c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on forme, entre guillemets, nos 120 bénévoles, c'est-à-dire qu'on va leur dire que toutes les douleurs, effectivement, ne sont pas de l'endométriose et qu'à partir du moment... Il y a quand même une question à poser à ces patientes avant de systématiquement les diriger et les orienter, c'est que si la douleur cède avec un simple antispasmodique ou un simple antalgique, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La douleur des règles, elle est physiologique. Un utérus qui contracte, ça fait quand même mal. Mais si la douleur résiste, si elle est chronique, si elle revient chaque mois et de plus en plus forte et qu'on en est à prendre des anti-inflammatoires et parfois arriver à des paliers 2 avec de l'opium ou de la morphine, là, il y a peut-être quand même quelque chose à chercher. Et si ce n'est pas de l'endométriose, il faudra trouver ce que c'est. Bien sûr. Je voudrais revenir sur le diagnostic radiologique dont a parlé Michel Canis. Parce qu'une fois que le diagnostic radiologique est posé, dans l'esprit des patients, ils sont malades. Ils sont malades. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que moi, je suis chirurgien viscéral et nous, on a une problématique avec les échographies pour les hernies inguinales. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont une gêne, à qui a été posé le diagnostic de hernie inguinale, qu'on ne retrouve pas cliniquement. Et donc, la question que ça pose, ça pourrait être les prescriptions réservées. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir si certaines prescriptions radiologiques ne devraient pas être réservées aux chirurgiens ou aux spécialistes pour éviter que les patients se retrouvent dans une situation de stress pour une maladie, un diagnostic qu'on a posé et qui ne correspond pas forcément à une indication chirurgicale, parce qu'on leur dit hernie, alors il faut opérer. Je pense qu'il y a un certain nombre de patients, on leur dit endométriose, ils pensent qu'il faut opérer, alors que la situation n'est pas du tout... je pense qu'il y a un sujet là que les sociétés savantes devraient se poser, une question que les sociétés savantes devraient se poser. Ça amène deux éléments de réflexion chez moi, je suis d'accord avec vous dans un premier temps. Le deuxième, dans l'endométriose, c'est peut-être un petit peu différent parce que... L'endométriose, ça souffre d'un délai de diagnostic d'environ 7 ans en moyenne, parce que justement multiples symptômes, et qu'on met pas, quand on pose pas la question de vos symptômes, est-ce qu'ils sont amplifiés pendant les règles, on ne sait pas que c'est de l'endométriose tout de suite. Moi-même, il m'a fallu 7 ans avant d'être diagnostiquée, alors que j'avais des symptômes qui aujourd'hui tout de suite mettraient la puce à l'oreille. Et quand elles arrivent en bout de course, après 7 ou 10 ans, les patientes ont envie de comprendre pourquoi elles ont souffert, surtout qu'elles auront entendu « finalement, tous vos examens sont normaux, c'est dans votre tête ». Donc non, elles ont besoin d'entendre un mot qui va leur dire « ok, c'est bon, je ne suis pas folle, j'ai bien quelque chose de physiologique qui correspond à mes symptômes ». Après, je suis d'accord avec vous, la prise en charge, c'est pas pour autant que... Voilà. Mais il y a quand même cette nuance à apporter, je pense. Moi, je voudrais souligner, peut-être vous faire réagir sur certains paradoxes du processus, parce que on a entendu que finalement, toute cette pathologie est en grande partie hypothétique, avec plus de questions que de réponses. Comment bien former
des cohortes de professionnels de santé sur une pathologie dont on ne connaît ni la cause, ni l'évolution, ni le bon traitement. Comment une association de patientes que je respecte et que je vous félicite d'organiser, comment éviter finalement l'errance médicale comment avez-vous peut-être quelques éléments, je n'ai pas vu votre site EndoFrance, j'irai le voir. Est-ce que vous faites des recommandations? Parce que les patientes sont victimes d'une espèce de clientélisme. Vous avez le meilleur spécialiste français de l'endométriose, il faut absolument aller le voir, etc. Et puis tout ça, ça amène à des consultations fleuves où le patient, finalement, ce qui manque le plus, apparemment, c'est la prise en compte de la douleur et l'écoute de la patiente. Et des questions simples auxquelles il faut simplement poser la question. La périodicité menstruelle de la douleur, ça semble être une évidence, mais apparemment ça manque à un grand nombre de situations, puisque finalement les gens souffrent essentiellement de cette... Donc c'est multifactoriel, c'est compliqué, mais enfin il y a des questions simples, il y a des stratégies simples, et il y a aussi le fait d'empêcher les patients d'avoir des illusions sur le fait qu'ils vont aller voir le docteur miracle de l'endométriose. Et ça, c'est un message fondamental que vous devez absolument amplifier contre les docteurs miracles, les super spécialistes de l'endométriose. C'est une folie furieuse. Ça n'existe pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous faites une réputation de super spécialiste de l'endométriose et c'est inadmissible. Donc c'est à vous de vous battre là-dessus. Lutter contre ça, parce que le self-assessment, sa propre pathologie, c'est fondamental. Et ensuite, en réseau, entre patients, apprendre ce que c'est la vérité, c'est-à-dire le doute, la difficulté, l'évolution, etc. C'est exactement ce qu'on fait, monsieur. Mais malheureusement, ça ne transperce. Et puis alors, on va tous se reporter la responsabilité sur nous. C'est comment aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à enseigner l'empathie, l'écoute, le temps humain, pour éviter que les algorithmes deviennent nos docteurs. Alors, pour vous répondre, effectivement, je pense que... D'abord, c'est ce qu'on fait, c'est le travail qu'on fait au sein d'EndoFrance, le travail bénévole, encore une fois, j'insiste, parce qu'on a toute une vie professionnelle à côté, une famille et une maladie à gérer. Mais nos bénévoles ont dans leur région un carnet d'adresses qui n'est pas déontologique parce qu'il exclut ceux qui ne savent pas prendre en charge l'endométriose, même s'ils le disent. On se base sur les recommandations des experts qui nous ont dit « oui, moi je travaille avec un tel, vous pouvez orienter vers lui ». Et on se base aussi sur les retours des patientes. Et quand on a de mauvais retours de patientes sur un des médecins que nous, on estime compétent et spécialisé dans l'endométriose, on va le voir, ce médecin, en disant « ben voilà, une succession de mauvais retours vous concernant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?» On travaille en collaboration, en bonne intelligence avec les médecins. J'ai oublié de dire tout à l'heure en préambule que notre association est soutenue depuis sa création par un comité scientifique avec des membres comme Michel Canis qui nous aide à crédibiliser notre message et à porter le bon message. On a travaillé sur les recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose. En plus de relire l'ensemble des recommandations, on nous a demandé de rédiger le chapitre qui porte sur l'information à délivrer aux patientes. Il en est sorti une brochure que l'on diffuse aussi sur cette prise en charge de l'endométriose. On ne fait surtout pas il existe un docteur miracle parce qu'on sait qu'il n'existe pas. On dit il existe un docteur qui va pouvoir soit poser le diagnostic, soit répondre à vos questions dans votre forme de la maladie. On sait bien qu'il n'y a pas une... Quels sont vos critères pour définir ça? Il n'y a pas une endométriose. C'est ça, là je ne comprends pas très bien. Parce qu'il faut trouver des critères pour faire une espèce de sélection, le best-of du docteur qui sait faire prendre en charge et diagnostiquer et prendre en charge l'endométriose. Vous faites un go-emio de l'endométriose? Non, surtout pas, parce qu'on ne le diffuse absolument pas. Il nous est... Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, en même temps, j'entends. Hein. Alors, vous savez ce que le ministère souhaite faire, où il y a d'autres associations qui ont développé des annuaires en ligne. Et là, c'est carrément, je regarde, endométriose,
l'endométriose dans la région Auvergne, et puis je prends un médecin au hasard et j'y vais. Et après, il y a des gens qui reviennent vers nous en disant, mais je suis allé voir ce médecin, mais en fait, il m'a pas du tout écouté, il m'a pas du tout entendu, il me dit que ça peut pas être de l'endométriose parce que j'ai déjà eu un enfant. Donc du coup, nous, on va réorienter vers un médecin qui va... Et quels sont nos critères? On a été discuter avec eux, on a été savoir comment ils prennent en charge l'endométriose, on les invite à faire des conférences, on écoute leur discours, on a la chance d'être invités sur les congrès médicaux qui sont réservés aux professionnels, on assiste aux conférences, et ça nous permet de nous tenir informés, et puis on vient à l'académie, et je vous en remercie encore. Et puis surtout, ça nous permet de voir quels sont les médecins qui prennent la parole sur l'endométriose, quel est leur discours, et puis on discute avec eux. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait... Il y a des sociétés savantes qui ont labellisé des médecins pour la prise en charge de certaines pathologies, en disant voilà le cahier des charges. C'est ça aussi, oui. Et ça me paraît être une bonne voie, parce que ce sont les pairs qui sont à même, et non pas les administrations, de juger... comme ça a été fait par exemple pour les seuils de cancérologie, c'est au pair de dire, voilà, pour traiter bien cette pathologie, voilà le cahier des charges à remplir, y compris avec une formation complémentaire. C'est souvent ça qui est important, c'est la formation complémentaire. Alors je posais la question à Michel pour savoir quels sont les rapports entre votre association et puis les collègues au niveau du Collège national de gynécologie obstétrique, français, mais aussi européen, international, parce que ce n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. On a d'ailleurs participé aux recommandations d'Eschreux. Comment est-ce que ça fonctionne avec les experts qui sont supposés a priori désintéressés, avec un esprit scientifique et ouvert, et qui écoutent les patientes, on espère. Voilà. Je crois que ça se passe en général bien avec Endo France. C'est très compliqué de labelliser un centre et de dire il est compétent, etc. Mais je pense que vous avez quand même une idée des gens qui prennent correctement en charge, qui écoutent correctement les gens, parce qu'en fait c'est le plus important, c'est d'écouter correctement les gens et de connaître ses limites, c'est-à-dire de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, et de renvoyer ce qu'on ne sait pas faire à quelqu'un qui saurait le faire. Ça, c'est vraiment ça le plus important. Si je pouvais ajouter quelque chose, il y a quand même des critères aussi dans la chirurgie qui sont importants, c'est-à-dire qu'on ne va pas orienter quelqu'un vers quelqu'un qui n'opère que 10 endométrioses dans l'année. On va aussi prendre en compte le chiffre. L'Académie est très, très heureuse de vous écouter parce que la parole des patientes, c'est très important. C'est plutôt rare dans notre assemblée et on est très heureux de vous entendre. Gérard Morvan, qui est membre de l'Académie de chirurgie, également de médecine, et qui est plutôt au départ radiologue, mais il s'occupe de tout. Merci Gérard de me poser une question. J'y connais strictement rien du tout en endométriose. On t'en voudra pas. Mais on interviewait le directeur de l'hôpital Saint-Joseph à Paris pour un autre sujet. Il nous a parlé d'une RCP sur l'endométriose, une formation, enfin une structure transversale consacrée à l'endométriose qui avait complètement changé la prise en charge de cette maladie à Saint-Joseph. Ma question, c'est est-ce qu'il existe ailleurs ce type de structure et quels sont les résultats obtenus par rapport à des intervenants individuels? C'est tout à fait ce qui est en train de se passer avec la mise en place des réseaux de soins ou des filières de soins dans les régions. Effectivement, le modèle de Saint-Joseph, Résendo, la filière de soins dédiée à l'endométriose, a servi un petit peu de modèle, en tout cas sur l'Île-de-France, puisqu'il y a 3 autres filières qui ont été constituées sur un modèle à peu près similaire. Et puis, dans les régions, il existe une filière de soins endométriose dans chaque grande région de France. Il y a la filière Afena en Nouvelle-Aquitaine, Andorra en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Endo Bourgogne-Franche-Comté, il y a Endo Sud, PACA qui se sont créés dernièrement, et d'autres qui sont en cours de mise en place dans l'Est, en Bretagne, à Endo-Bresse. Donc voilà, ces choses-là existent. L'objectif, c'est de mettre en lien des médecins, des professionnels et les patientes, puisque les patientes interviennent aussi dans les conseils d'administration ou dans les comités de pilotage de ces filières de soins, justement pour porter la voix des patientes et réfléchir avec les médecins et les professionnels à ce qu'est le meilleur parcours pour les patientes. Merci beaucoup, Yasmine. Merci. Bravo.